Salut YouTube, comment ça va? Je sais, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. J'avoue, j'ai un peu délaissé ma chaîne. Maxime était en vacances au début du mois de mai, pendant 2 semaines, donc du coup on a profité des vacances ensemble. Et après j'ai eu plein de trucs à faire, donc du coup je n'ai pas pu tourner cette vidéo avant. Mais bien évidemment que je n'allais pas rater notre rendez-vous mensuel, notre rendez-vous livre. Donc écoute, je te présente tout ce que j'ai lu au mois d'avril dans cette vidéo. Alors pour le premier livre, j'ai relu plutôt, puisque je l'avais lu déjà il y a 10 ans je crois. Et je sais que je l'avais aimé, mais je m'en souvenais plus trop. Je me souvenais un petit peu mais plus trop. Et vu qu'en plus j'ai repris la série il y a quelques mois, comme tu l'as vu dans les vidéos précédentes qui parlent de série, j'ai lu le tome 1 de Le Sorceleur. Donc le livre 1 c'est Le Dernier Vœu de Andrzej Sapkowski. Désolée, j'écorche sûrement son nom. Donc c'est un romancier polonais de 76 ans qui est surnommé le Tolkien polonais. À cause justement de sa saga du Sorceleur qui a été du coup adaptée, comme vous le savez sûrement, en série et en jeu vidéo. Donc le Sorceleur, je vous lis le 4e de couverture. À travers les plaines arides et les montagnes escarpées des royaumes du Nord, un homme avance seul, en ces temps obscurs. Il est l'un des rares à ne pas craindre les terribles créatures qui croisent sa route. Car Geralt de Rive est un sorceleur, un mercenaire initié au secret d'une ancienne magie. Il suit son propre code de l'honneur dans un monde qui a oublié le sien, avec l'espoir inavoué de réaliser son dernier vœu, retrouver son humanité. Donc Andrzej Sapkowski, né en Pologne en 48, dans la saga du Sorceleur, succès mondial traduit en 34 langues, et dont les ventes ont déjà dépassé les 15 millions d'exemplaires, il s'inspire des mythologies slaves, nordiques et antiques, et des contes populaires pour mieux les détourner par l'ironie en y abordant des problématiques contemporaines, la discrimination, les mutations, la recherche du sens dans un monde en changement. Bon après ça parle des prix qu'il a eu. Bon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, Le Sorceleur, c'est un roman de fantasy, je pense que vous en doutez au titre, et donc nous suivons les aventures de Geralt de Rive, qui, comme son nom l'indique, est sorceleur, et donc qui va rencontrer des gens au fur et à mesure de son voyage, qui va accomplir des missions dues à son statut de sorceleur, et je ne vous en dis pas plus. Si l'intrigue vous a plu, allez-y, lisez-le. Si vous aimez la fantasy et que vous ne l'avez pas lu, de toute façon, il y a très peu de chances que ça ne vous plaise pas. Écoutez, que dire sur ce livre? Franchement, moi j'ai trop aimé, je l'ai lu super rapidement. J'aime beaucoup la plume de ce monsieur. Je trouve que c'est vraiment... Il y a vraiment ce truc de fantasy que j'aime beaucoup, quoi. Et c'était rigolo, du coup, vu que je suis dans la série. Donc là, j'ai commencé la saison 3. Du coup, de lire le livre en parallèle, parce que, du coup, c'est pas du tout comme dans la série, parce que, pour ceux qui ont vu la série, l'ordre du temps n'est pas le même que dans le livre, pour le coup. Donc écoutez, c'est plutôt rigolo, mais c'est là qu'on se rend compte quand même que la série est vachement bien adaptée du livre, je trouve, même si oui, forcément, il y a 2-3 trucs qui sont pas les mêmes, parce que c'est la vie, parce qu'on ne peut pas tout adapter d'un livre non plus, mais globalement, ça se suit très bien, et franchement, rien à dire, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai le tome 2 dans ma bibliothèque, donc écoutez, quand je le piocherai, ce sera son tour et je continuerai, clairement. Donc ensuite, en deuxième livre, j'ai lu À tout jamais de Colleen Hoover, donc c'est la suite du roman Jamais plus de la même autrice. Donc Colleen Hoover, autrice américaine, je vous l'avais présenté dans la précédente vidéo. Donc si vous n'avez pas lu Jamais plus, ne continuez pas ici, sinon vous allez vous faire spoiler. Je vous lis le 4e de couverture. Donc Lily vient à peine de se séparer de son mari Ryle après la naissance de leur fille, lorsqu'elle retrouve son amour d'adolescence Atlas Corrigan. Elle savait déjà qu'il vivait à Boston, comme elle, et qu'il tenait un restaurant dans cette ville. Mais est-ce un signe du destin si elle le rencontre par hasard, alors qu'elle est prête à aller de l'avant et à oublier les violences qu'elle a subies? Atlas ne l'a jamais oubliée, elle non plus. Mais Lily et Ryle partagent la garde de leur fille et se voient souvent. Peut-elle tourner la page et commencer une relation amoureuse sans que Ryle s'en mêle? Est-il prêt à accepter que son ex-épouse se rapproche de l'homme dont il a été si jaloux? Atlas et Lily sont adultes maintenant, et si leurs sentiments réciproques restent forts, leur vie a changé. S'aimer peut se révéler un nouveau défi à relever. La suite tant attendue de Jamais plus. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette suite? Écoutez, donc déjà Jamais plus, j'avais trouvé ça sympa, mais sans plus. Honnêtement, la suite, vraiment pas nécessaire. J'ai lu qu'elle l'avait écrit suite au succès de Jamais plus, que les fans voulaient une suite absolument avec Atlas. Écoutez, est-ce que c'est prévisible? Absolument. Tout ce qui se passe dans ce livre est prévisible, je trouve. Vraiment, il m'a pas marqué. Vraiment, je l'ai lu pour le lire. Pour moi, il n'y avait pas besoin d'une suite. Je trouve que ça se terminait très bien. Donc bon, je trouve pas trop d'intérêt cette suite. Hein. Franchement, c'est un peu... Ouais, c'est un peu bof. Pas convaincue, honnêtement. Mais par contre, j'ai vu qu'ils allaient adapter Verity, du coup de la même autrice, avec Anna Thaouet au cast. Et du coup j'ai lu un peu le résumé et j'ai bien envie de le lire. Donc écoutez, bon je l'ai pas encore acheté, hein, vous savez que j'essaye de ne plus acheter de livres. Mais pour le coup, Colleen Hoover, moi j'ai rien contre elle, hein, donc j'aimerais bien lire d'autres œuvres de cette autrice, mais j'avoue que bon, À tout jamais, pas transcendant. Ensuite, comme 3e livre et comme coup de cœur, j'ai lu Mémoire d'un expert psychiatre de Angelina Delcroix. Si vous aimez le polar...
sûr que ça va vous plaire. Donc Angelina Delcroix, c'est une romancière française née en 78 à Luçon. Elle possède une licence de génétique et a fait des études en psychothérapie et en criminologie à l'école de gendarmerie. Elle est psychopraticienne en Vendée. Donc autant vous dire que la dame, elle sait de quoi elle parle. Et donc je vais vous lire le 4e de couverture. Adam Jacuri est expert psychiatre près de la cour d'appel de Lyon. Arrivant en fin de carrière, il décide de confier ses mémoires à Jesse Moore, auteur de thrillers. Alors qu'il prend la décision de s'éloigner définitivement du circuit pour vivre sa retraite en Bretagne près de la forêt de Huelgoat, excusez-moi les Bretons, des disparitions inquiétantes commencent à affoler la population locale. Adam soupçonne un ancien patient et craint pour sa propre vie, mais la gendarmerie ne le prend pas au sérieux. Alors quand les premiers corps sont découverts, il décide d'enquêter seul dans cette région vaste et mystérieuse. Alternant entre souvenirs criminels, maladies mentales et répercussions personnelles et familiales d'un tel métier, ce thriller nous entraîne dans les coulisses des unités pour malades difficiles et dans les labyrinthes psychiques qu'un expert est censé parcourir. Donc ce roman a eu le prix Cognac du meilleur roman francophone en 2024. Et écoutez, comment vous dire qu'il le mérite totalement. J'ai adoré ce roman. C'est le premier que je lis de Angelina Delcroix. Et vraiment, je suis restée scotchée. Je l'ai lu en quelques heures. J'ai adoré les personnages. Je trouve que c'est vraiment un bon thriller. C'est-à-dire qu'on est vraiment tiraillé entre ah mais c'est peut-être lui qui tue, et c'est peut-être elle, et c'est peut-être machin, et qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et je trouve dès le début, on a cette tension. Et vraiment jusqu'au bout, j'avais pas... Oui, on a des idées sur ce qui peut se passer, on se fait nos scénarios dans notre tête, mais le dénouement, vraiment, je m'y attendais pas. J'ai trouvé ça hyper bien écrit, ça se lit facilement, les personnages ils sont crédibles, on voit qu'elle sait de quoi elle parle. Donc vraiment, si vous aimez le polar, je vous le conseille à 1000%, j'ai trop hâte de lire d'autres romans de sa part. Pour le prochain livre, pareil, un auteur que je vous ai déjà présenté, c'est du coup le 2e livre que je lis de lui, si je vous dis pas de bêtises. J'ai lu Salem de Stephen King. Donc petite brique, on va pas se mentir, mais pareil, je l'ai lu... assez rapidement, un peu de mal à démarrer au début, mais vraiment rien de spécial. Je vous lis le 4e de couverture. Donc petite quote de Stephen King au début. Salem est l'un de mes meilleurs romans, l'un des plus effrayants aussi, alors éteignez la télévision et parlons vampires dans la pénombre. Je pense pouvoir vous faire croire en leur existence. Le Maine, 1970. Ben Mears revient à Salem et s'installe à Marston House, inhabité depuis la mort tragique de ses propriétaires 25 ans auparavant. Mais très vite, il doit se rendre à l'évidence. Il se passe des choses étranges dans cette bourgade. Un chien est éviscéré, un enfant disparaît et l'horreur s'infiltre, se répand, aussi inéluctable que la nuit qui descend sur Salem. Alors ça pareil, coup de cœur de fou. Déjà, si vous avez regardé ma première vidéo livre, j'avais lu Carrie, donc le premier roman de Stephen King, et j'avais trop aimé. Mais pour le coup, Carrie, j'avais vu les films, donc je savais déjà de quoi ça parlait. Salem, je ne savais pas du tout, j'avais juste ma copine Lydie qui m'avait conseillé de le lire parce qu'elle l'a lu, elle l'a trouvé super bien. Et ouais, il est trop bien. Vraiment, il est trop bien. En plus, comme vous avez entendu dans ce que je viens de vous dire, ça parle de vampires, moi j'adore ça. Et vraiment, Stephen King, c'est... Comment dire il s'en fout. Les gosses, les chiens, les tout. Il y a tout qui y passe. Donc, c'est un peu comme George Martin, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, vous pouvez pas trop prévoir ce qui va se passer parce que souvent vous dites ouais ils vont pas s'en prendre aux enfants, ils vont pas s'en prendre aux femmes, aux machins et tout. Là je vous dis il y a tout le monde qui passe, il y a pas de il y a pas de favoritisme. Mais du coup l'histoire trop bien, les personnages je les ai trouvés trop bien. Genre soit le personnage de Ben, de Burke, le gamin aussi purée je sais plus. Voilà, c'est ça qui est pénible quand je mets... Ah, j'ai un truc dans l'œil. Je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil, ça me fait pleurer. Bref, si vous voyez mon maquillage qui part au fur et à mesure, tant pis. Donc ouais, Salem, au début, ouais, je pense que ce qui a fait que j'arrivais pas à accrocher, c'est que comme dans Carrie, il y a énormément de personnages. Donc le temps de situer qui est qui, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça passe au bout d'un moment. Et ouais, dans l'histoire trop bien, j'avoue que ouais, il m'a un peu fait flipper le soir quand je lisais le gamin vampire de... J'étais pas très rassurée, on va dire. Mais vraiment très bonne histoire, pareil, spoiler alerte, si vous n'avez pas lu, ne continuez pas ici. Je ne sais plus comment elle s'appelle, la copine de Ben. Suzanne ? J'ai un gros doute. Voilà, c'est ça de mettre 20 ans à faire une vidéo, et du coup je me souviens plus de rien. J'essaie de feuilleter un peu pour me souvenir, mais j'arrive pas à trouver son nom. C'est Suzanne Norton, non ? Oui, si, c'est ça, Suzanne Norton. Voilà, donc dégoûtée quand Suzanne elle devient vampire, j'étais en mode non. On croit qu'elle va y échapper, mais non, pas du tout. Donc ouais, non, franchement trop bien. Et après j'ai des petites nouvelles dans ma version. Je sais plus, ouais, en bonus 2 nouvelles sur le village de Salem. Et de nombreux passages coupés que Stephen King souhaitait faire découvrir à son public. Et du coup, c'est encore mieux, parce que même quand c'était terminé, il y avait les nouvelles. Donc du coup, on voit ce qui se passe après, quand Ben et l'enfant, je ne sais plus, Marc.
ont quitté Salem. Et ouais, non, vraiment, trop bien. Vraiment, Stephen King, c'est le deuxième, je suis convaincue. Donc là, j'ai Shining, c'est mon prochain. Donc ça, pareil, pour le coup, bah, j'ai vu le film, mais je verrai bien le livre. Donc vraiment trop hâte de lire. Moi, Stephen King, vraiment à chaque fois, pour le moment, c'est un sans faute pour moi. Ensuite, je crois que c'était dans ma précédente vidéo, je vous avais présenté un manga qui était ma Madeleine de Proust et qui a grandi avec moi. Là, c'est mon deuxième. Vraiment pareil, même niveau que Sailor Moon. Pour vous dire, j'ai même un tatouage dessus. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes de Cardcaptor Sakura. Donc comme vous voyez, j'ai l'édition trop magnifique. J'avais l'ancienne édition de quelques premiers tomes, mais je l'ai revendue quand j'ai vu cette édition là parce que, excusez-moi, mais incroyable, incroyable, vraiment c'est magnifique. Donc du coup je vous montre les 2 autres tomes. Donc j'ai lu le 2 et le 3. Vraiment que dire la beauté de ces tomes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Cardcaptor Sakura, ça a été écrit par Clamp, et Clamp c'est un collectif d'autrices, elles sont 4. Je vous lis les noms de donc Nanase Okawa, Mokona, Tsubaki Nekoi et Satsuki Igarashi. Donc ce sont ces 4 dames là qui représentent Clamp. Et donc si vous connaissez pas Sakura, mais bon c'est un des plus connus donc ça m'étonnerait, elles ont aussi fait Triple Xolic, Tsubasa Reservoir Chronicle, X de Clamp, RG Veda, y a rien d'autre qui me vient tout de suite, mais bon, pour dire qu'elles ont fait plein de choses. Et donc pour vous résumer, il n'y a pas de 4ème de couverture, mais je vais vous le résumer brièvement pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Cardcaptor Sakura, donc comme son nom l'indique, Sakura est une petite fille. Donc Sakura est une petite fille qui un jour découvre dans la bibliothèque de son père un espèce de grimoire qui scintille et du coup qu'elle va forcément ouvrir, et en l'ouvrant des milliers de cartes s'échappent de ce bouquin. Et elle va se faire aider par un petit animal du nom de Kero pour récupérer toutes les cartes magiques qui se sont envolées du livre. Donc c'est un manga shoujo de Magical Girl qui a quand même, on va pas se le cacher, un côté très enfantin. Est-ce que j'aurais autant accroché en le lisant à 30 ans? Je ne sais pas honnêtement, mais vu que je l'ai découvert à 10 ans, bah... j'étais vraiment la cible, on va pas se mentir. Mais pour le coup, j'adore les illustrations de Clamp. Vraiment, ça a bercé mon enfance. C'est un manga que j'adore lire et relire, un animé que j'adore re-regarder. Donc écoutez, toujours pareil, si vous aimez les shoujo, les Magical Girl, bah écoutez, allez-y, hein. Franchement, c'est une valeur sûre. Après, si déjà vous êtes un peu dans le manga et que vous aimez les shoujo, je pense que c'est déjà dans votre bibliothèque. Mais en tout cas, très très contente de ces 3 tomes. Donc écoutez, hâte d'acheter la suite et de lire la suite. Mais c'est vrai qu'un tome coûte 10 € et quelques. Donc bon, on va pas se mentir, c'est une somme quand même. Ensuite, j'ai lu Sur ma planète Japon de Maël Bompa. Écoutez, c'est un livre qu'on m'avait offert à Noël. Pas celui-là, celui d'avant. Ouais, je suis vraiment en retard dans mes livres. C'est ma tante qui m'a offert ça, parce que j'adore le Japon. Bon bah voilà, je pense que vous commencez à connaître depuis le moment que je vous fais des vidéos. Du coup, elle avait rencontré l'autrice, elle m'a fait dédicacer le livre, trop mignon, elle m'a fait un petit dessin et tout. Parce que l'autrice est stéphanoise et ma tante vient Haute-Loire. Donc pour vous parler de Maël Bompa, c'est écrit, donc j'espère que je prononce bien son nom, sinon désolé. Donc elle est née en 91 à Saint-Étienne. Elle a travaillé dans le social pendant plusieurs années. En parallèle, le dessin l'attire et rapidement l'idée de concilier celui-ci avec les voyages apparaît. Elle s'envole au Japon avec l'objectif de réaliser un carnet de voyage. Donc, comme je viens de vous le dire, c'est un carnet de voyage qui est décalé, poétique et drôle, dessinant les découvertes du Japon par une jeune française. Elle traverse le pays et croque son quotidien et ses aventures en jonglant entre le couchsurfing, le volontariat et l'autostop. Souvent de belles rencontres, parfois de mauvaises surprises, toujours des aventures qui écrivent un parcours initiatique au pays du soleil levant. Donc c'est pas du tout le genre de livre que je lis d'habitude, donc vous voyez, c'est vraiment un carnet de voyage. Donc vous avez les chapitres avec les dessins, et voilà, elle vous met des petits... Donc c'est ce qui se passe hein, dans sa vie. Voilà, là, elle met des trajets, l'autostop, là c'est le couchsurfing, enfin bref. Il y a énormément de choses. Donc, bah écoutez, les dessins, ni ma tasse de thé, ni j'ai pas aimé. J'ai pas trop l'habitude de ce genre d'illustration, mais écoutez, on voit que c'est fait avec le cœur, donc honnêtement j'ai bien aimé. Et son histoire est super, enfin franchement je trouve que c'est une nana, après on a le même âge, hein, donc... je pense qu'il y a ça aussi, mais je la trouve hyper attachante. J'aime beaucoup comment elle raconte tout ce qui lui est arrivé au Japon. C'est pas plein de vieux clichés sur les Japonais, sur le voyage, sur plein de trucs. C'est hyper humble et hyper rigolo sur certains points. Donc en plus j'ai lu ça vraiment en, je sais pas, peut-être 30 minutes, entre 30 minutes et 1 heure, quelque chose comme ça. Mais écoutez, j'avais l'impression de voyager avec elle, c'était vraiment super. J'avais jamais lu de carnet de voyage de qui que ce soit. Et écoutez, vraiment j'ai beaucoup aimé, donc si vous aimez ce genre de bouquin, je vous le conseille, ou juste si vous aimez le Japon, je pense que vraiment ça peut vous plaire. Ensuite il me reste 3 livres à vous présenter. J'ai lu, ça pareil on me l'a offert et quand il est sorti, donc je crois il y a un peu moins de 2 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais pas pris le temps de le lire. Donc c'est un Disney, L'étrange Noël de Monsieur Jack, des éditions Hachette Rose, et donc c'est Vive la Reine des Citrouilles.
Donc regardez-moi cette beauté, vraiment le livre est magnifique. Et donc c'est de Shea Earnshaw, je suis désolée si j'écorche son nom. Donc c'est une dame qui vit dans une petite ville de montagne de l'Oregon aux États-Unis. Elle partage sa maison avec son époux, un petit chien répondant du nom de Diesel et 2 chats très poilus. Rien ne la rend plus heureuse que de se perdre dans un bon livre ou dans la forêt ou d'écrire un roman. Voilà pour sa présentation. Écoutez, L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un de mes Disney préférés. Pareil, je l'ai en tatou aussi, si vous avez déjà vu dans les vidéos. Donc évidemment que quand c'est sorti, tout désigné pour que je le lise. Et écoutez, comment vous dire que je n'ai absolument pas été déçue, je vous lis le 4e de couverture. Donc Sally est devenue officiellement la nouvelle reine des citrouilles après son union avec son véritable amour Jack Skellington. Mais si Sally adore Jack de tout son être de tissu, elle ne peut en dire autant de son nouveau rôle de reine de la ville d'Halloween. Se retrouvant sous le feu des projecteurs et devant faire face à toutes sortes de tâches incombant à la souveraine, elle ne peut s'empêcher de se demander si elle n'a pas échangé une captivité contre une autre, aussi dorée soit-elle. Mais quand, avec Zéro, elle découvre accidentellement une porte longtemps cachée menant à un ancien royaume appelé la Ville des Rêves, elle déclenche sans le savoir une série d'événements sinistres qui mettront en péril son avenir en tant que reine des citrouilles et l'avenir de la ville d'Halloween. Sally parviendra-t-elle à découvrir ce que cela signifie d'être fidèle à elle-même, et pourra-t-elle sauver la ville qu'elle a appris à appeler sa maison, ou son futur se transformera-t-il en son pire cauchemar? Découvrez la suite du célèbre film sur les traces de Sally, la nouvelle reine des citrouilles. Donc comme vous avez compris, c'est une suite à l'étrange Noël de Monsieur Jack, où du coup on découvre Sally qui devient donc reine des citrouilles aux côtés de Jack, et qui ne se plaît pas trop dans ce rôle-là. Elle va donc, comme c'est indiqué, trouver une nouvelle porte, car si vous vous souvenez bien, dans le film, dans la clairière, dans la forêt, il y a plusieurs troncs avec plusieurs portes qui mènent aux plusieurs mondes des fêtes, et du coup elle va découvrir ce fameux monde des rêves, et aller explorer ce nouveau monde aux côtés de Zéro, du coup le chien fantomatique de Jack. Donc j'ai absolument adoré cette suite, j'ai trouvé ça super bien écrit. En plus vu que j'avais un peu eu des déboires avec les autres de Hachette Heroes, donc la petite sirène je vous avais montré dans une vidéo précédente, je savais pas trop à quoi m'attendre et franchement j'ai trouvé ça trop bien. Alors est-ce que c'était parce que c'était pas une réécriture, vous savez donc comme les Twisted Tales, comme la petite sirène de et si c'était passé ça, parce que je sais qu'il existe aussi qui s'appelle La Complainte de Sally. Et c'est une réécriture, mais j'aimerais bien le lire quand même. Ça, c'est vraiment une suite et j'ai trouvé ça hyper cohérent. Genre vraiment, elle a repris tous les codes de l'étrange Noël de Monsieur Jack, les personnages, il y a rien qui est laissé au hasard, l'intrigue elle est sympa. L'atmosphère est vraiment, je trouve qu'elle définit vraiment bien Sally, cette timidité, ce courage mais pas trop, enfin c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je l'ai lu en pareil 2 jours je crois. Et vraiment pour moi une vraie réussite, j'ai vraiment adoré. Donc gros coup de cœur pour celui-ci. Ensuite, toujours de chez Hachette Heroes, j'ai lu donc un nouveau Twisted Tale et c'est Ce monde qui est le mien de Jen Kalonita. Donc c'est la réécriture d'Hercule. Donc et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe. Donc Hercule c'est un de mes Disney préférés avec La Belle et la Bête, donc autant vous dire que quand il est sorti, pareil je me le suis fait offrir direct. Donc l'autrice Jen Kalonita, il n'y a pas grand chose sur elle sur internet, un peu comme la précédente autrice de Vive la Reine des Citrouilles, donc on sait juste qu'elle vient des États-Unis. Elle a commencé sa carrière en tant que journaliste de divertissement au magazine pour ados Teen People où elle a interviewé un certain nombre de stars. Elle a été journaliste à Entertainment Weekly, Glamour et Marie Claire, donc pour le coup rien à voir, et elle vit à New York. Voilà. Et je crois qu'elle en a... Ouais, c'est bien ce qui me semble, elle en a écrit d'autres. Donc elle a écrit La Bonne Fée, Renouveau, qui est le Twisted Tale de La Reine des Neiges. Et elle a écrit celui des Indestructibles avec Violette. Donc ça, pareil, gros coup de cœur. Pour le coup, moi qui avais pas accroché à La Petite Sirène, mais celui-ci, mais... Donc pour continuer dans les tatous, j'ai Meg aussi tatoué sur le bras. Voilà, vraiment, ces livres-là... C'était fait pour que je les lise. J'ai dit Hercule, c'est un de mes préférés. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré la plume de l'autrice. J'ai adoré comme c'était réécrit. Une histoire centrée sur Meg, c'est trop bien. En plus, pareil, elle a repris les codes de la mythologie, tout Hercule, les personnages. Enfin, vraiment, rien n'est laissé au hasard. C'est comme Meg, c'est plein de panache, c'est émouvant. C'est vraiment... j'ai trop aimé celui-ci. Franchement, ce Twisted Tale, pour le moment, c'est mon préféré. J'ai encore celui de La Belle et la Bête dans ma pile à lire. Et Mulan. Donc on verra s'ils arrivent à la cheville de celui-ci, mais vraiment trop bien. Pour le dernier livre de cette vidéo, j'ai abandonné La Comtesse Sanglante de Andrei Codrescu. Donc c'est un écrivain roumain et américain qui est né en 46. Et donc je vous lis le 4e de couverture. Donc Erzsébet Báthory, 1566
1614, comtesse hongroise jugée pour avoir torturé et assassiné plus de 650 jeunes vierges afin de se baigner dans leur sang et conserver ainsi une éternelle jeunesse, emmurée dans un de ses châteaux et nourrie par l'intermédiaire d'une trappe à la fin de sa vie, enfant doué d'une intelligence et d'un don d'imitation sans limite, tenu à distance par une mère glaciale et témoin à l'âge de 9 ans du viol et du meurtre de ses sœurs. Dreg Batory Keresur, descendant de la comtesse, américain d'origine hongroise, de retour à Budapest après l'effondrement du communisme, alors que les factions royalistes et fascistes tentent de retrouver le pouvoir, à la recherche d'archives sur son ancêtre Élisabeth, mêlée au meurtre d'une jeune fille. Deux histoires singulières, le récit effroyable d'une femme gouvernée par des pulsions destructrices et celui d'un homme piégé qui va découvrir qu'il est l'instrument de son aïeul. Deux histoires sans lien mais qui se donneront rendez-vous dans la plus haute tour d'un château pris dans la tempête. Thriller historique, La Comtesse Sanglante repousse les limites du baroque et relie deux mondes fascinants autour d'une intrigue machiavélique. Une œuvre puissante sur la nature des sentiments, la sexualité et la cruauté, un univers proche de celui de Stephen King ou Bram Stoker, terrifiant. Je ne suis pas du tout d'accord avec ces dernières lignes. Pour moi, ça n'a absolument rien à voir, que ce soit ou avec Stephen King ou avec Bram Stoker. Donc comme je vous l'ai lu, il y a deux histoires en parallèle. Donc moi, à la base, j'ai acheté ce livre pour celle d'Erzébet Báthory, parce que c'est une histoire que j'aime beaucoup. Et on continue dans les vampires, voilà, c'est un sujet que j'aime bien. En plus, roman historique, j'aime beaucoup l'histoire, ça m'intéresse beaucoup. Donc je me suis dit, ça va être chouette. Donc effectivement, la première partie, on parle de l'enfance d'Erzébet. C'est gore, bon, ça me choque pas plus que ça. C'est pas quelque chose que je crains, surtout que bon, c'était pas non plus fait sans... Enfin, un gore pour gore, quoi, c'est qu'il y avait une utilité dans l'histoire. Et quand il a commencé à avoir l'histoire de son héritier, là, j'ai trouvé ça bien chiant. Vraiment, mais chiant. Et puis je continuais, et puis je me disais ça va partir en steak cette histoire, et oui, ma caméra vient de couper comme d'hab. Donc oui, je me suis arrêtée à une scène impliquant des enfants, parce qu'ils veulent prouver... Donc l'auteur veut montrer à quel point Erzébet, en gros, est ravagée depuis son enfance, ok, pas de souci. Mais là, non, là c'était trop pour moi, honnêtement. Vraiment, j'ai lu ça m'a dégoûté, ça m'a... Non, ça n'avait rien à foutre dans ce livre. Déjà que voilà, je trouvais ça chiant la partie de l'autre. Donc vraiment cette scène, elle m'a convaincue de fermer ce bouquin. Vraiment, je n'ai pas du tout adhéré. Je vais le revendre direct. Pas du tout mon délire. Écoutez, voilà pour les livres du mois d'avril. J'en ai lu pas mal. J'ai eu beaucoup de coups de cœur. Et bah écoutez, que un flop avec La Comtesse Sanglante. Mais vraiment un très bon mois littéraire. J'ai beaucoup aimé. Le mois de mai s'annonce un peu moins riche en livres parce que j'ai pioché un livre de presque 1000 pages. Donc autant vous dire que ça va me prendre un petit moment. Mais écoutez... Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, me dire si vous avez lu ces livres, si vous prévoyez de les lire, si vous avez lu d'autres éditions. Bref, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous tourne la suite des vidéos médias du mois d'avril et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!